Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette conférence qui est sur un sujet donc, qui nous concerne, particulièrement à Bouin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Pascal Assou, je suis l'adjoint en charge de l'urbanisme sur la commune. Sujet ô combien des fois compliqué. Voilà, donc monsieur le maire vous prie de bien vouloir l'excuser. Il est parti prêcher la bonne parole à Lyon dans le cadre du congrès des sites remarquables du goût. Donc il va porter haut l'huître de Bouin dans la région lyonnaise. Voilà, donc le sujet qui nous concerne ce soir, c'est un sujet qui est en lien avec les journées du patrimoine, puisqu'en fait, ça concerne notre patrimoine à Bouin, notre patrimoine historique, en faisant référence à notre l'île de Bouin et notre commune au caractère insulaire. Alors, pour resituer un petit peu les choses, il faut remonter pratiquement 2 ans en arrière. Nous avions été contactés à la mairie par un jeune étudiant qui était en école nationale supérieure d'architecture, Paul Blotin, qui est ici présent, qui était à l'école de Clermont-Ferrand. Et dans son sujet de fin d'études, il avait souhaité étudier les possibilités, en tout cas s'intéresser à l'habitat dans notre marais breton. Et donc, il a fait la démarche de venir à Bouin, de contacter et de dialoguer avec des professionnels, avec des habitants de Bouin, pour avoir, en fait, dans une démarche positive, pour essayer malgré les difficultés, de se projeter dans une possibilité de construction, on pourrait qualifier de dire un petit peu en dehors du cadre, et d'explorer des champs qui n'avaient pas été explorés. Donc merci beaucoup Paul de votre présence. Donc ce travail a été réalisé dans le cadre d'un travail d'étudiant de fin d'études. Alors c'est un sujet très important, et puis c'est un sujet qui a été couronné de succès, puisque je crois que c'était sur cette année, Paul avait aussi candidaté pour un prix, et donc il a reçu un prix spécial pour son travail qu'il va vous présenter tout à l'heure. Voilà, donc dans le déroulement, ce que je vous propose, c'est que Paul Blotin nous parle de son travail, et ensuite, si vous avez des questions particulières à poser, il y aura un moment consacré à un échange. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette introduction. Avant de présenter ce travail, je voudrais remercier toute l'équipe municipale pour son invitation, et plus particulièrement Monsieur le maire et Pascal Lassou. Donc le travail que je vais vous présenter ce soir, c'est important de l'introduire en disant que c'est un travail d'étudiant qui est réalisé dans le cadre d'une école d'architecture. On n'est pas forcément dans quelque chose qui a vocation à être complètement construit, mais c'est plutôt l'occasion de se poser quelques questions sur comment on habite ce territoire et quels sont un peu les enjeux du XXIe siècle à Bouin. Donc, je voulais commencer en montrant un petit peu à quoi ça ressemble un atelier de projet en école d'architecture. Et donc, pendant 6 mois à 1 an, on choisit un sujet. Et toutes les semaines, on travaille, on fait des plans, des coupes, beaucoup de maquettes, et on vient présenter ça toutes les semaines à nos encadrants, on en discute, et ça évolue comme ça tout au long de l'année. Donc évidemment, il y a toujours un passage où il faut aller sur site, rencontrer les habitants, rencontrer le territoire, et je vais avoir l'occasion de revenir sur ça un petit peu après. Donc moi, j'ai fait mes études d'archi à l'école de Clermont-Ferrand, donc c'est pas tout proche. Et il a fallu commencer à traiter le sujet un petit peu à distance, avec des ressources particulières, dans une première phase. Donc je pense que c'est important de commencer en montrant quelques extraits du rapport du GIEC,
Aujourd'hui, c'est un consensus scientifique. Le climat se réchauffe et la mer monte de l'ordre de quelques millimètres en fonction des endroits sur le littoral. Mais dans le temps long, c'est un phénomène qui va avoir un impact vraiment sur la façon dont on habite les côtes. Et c'est important quand même de remettre le projet dans ce contexte et en tant qu'étudiant en architecture, de baser aussi ses données, son analyse sur des données de spécialistes qui travaillent sur ce sujet toute l'année. C'est important de dire que je ne suis pas climatologue, donc ce que je vais présenter là, c'est des cadres d'études qui sont plus de l'ordre du scénario, basés sur des données réelles, mais qui ne sont pas des expertises d'hydrologues ou de climatologues. Donc il faudra relativiser un petit peu sur ce point-là. Donc voici une photographie aérienne du marais breton. Sur cette photographie, on voit bien la ligne de côte, la distinction entre la terre et la mer, le polder, la digue, Noirmoutier, et ça donne vraiment l'impression d'avoir une ligne de côte complètement fixe qui aurait été là depuis des siècles. Mais quand on bascule sur la carte géologique notamment, on se rend compte que tout le territoire du marais apparaît, et la frontière entre la terre et la mer se gomme. Et cette carte géologique a fait un petit peu apparaître ce qui a fait l'histoire de Bouin, son état d'île, qui s'est progressivement rapproché du continent jusqu'à faire partie du continent et puis gagner légèrement sur la mer avec la poldérisation et les digues successives. Cette carte, elle montre aussi toute l'architecture des fossés, des étiers qui font du paysage du marais breton une vraie machine hydraulique qui permet de piloter complètement l'eau et la qualité et le degré d'eau dans le marais entre ce qui relève de l'eau douce qui vient du bassin versant et ce qui relève de l'eau salée. Donc très utile pour la culture salicole, mais qui a été trop concurrencée et qui n'est aujourd'hui plus d'actualité. Mais c'est intéressant, je trouve, cette idée. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'avait marqué quand j'ai découvert le marais pour la première fois, de se rendre compte que ce paysage magnifique, en fait, a été façonné par l'homme. Et c'est complètement quelque chose d'anthropique, donc fabriqué, impacté par l'homme, qui a fabriqué ce paysage qui est aujourd'hui aussi une réserve de biodiversité. C'est important aussi de dire qu'aujourd'hui, toute la stratégie de défense face à la mer, elle tient dans la question de la digue. Mais cette architecture des canaux du marais permet aussi de stocker l'eau pendant un moment et de la temporiser avant de la rediriger vers l'océan. Donc, on peut aussi voir tout cet équipement comme une façon de protéger le territoire face au sujet de la montée du niveau de la mer et des submersions possibles. Donc j'ai passé un premier article sur le GIEC. Je m'étais basé aussi sur un second article d'Emmanuel Garnier qui parle beaucoup de la façon dont l'homme a habité les territoires littoraux au fur et à mesure de l'histoire. Et il explique bien que dans beaucoup d'endroits où les populations humaines étaient au bord de la mer et étaient confrontées à des phénomènes de submersion, en fait, il y avait une culture du risque qui se perdurait dans le temps, de génération en génération, et les gens acceptaient ce risque et faisaient avec, et adaptaient un petit peu leur pratique et leur territoire face à ce risque. Donc il y a quelque chose quand même de l'ordre de la mémoire collective face à cette présence de la mer, et encore plus à Bouin qu'ailleurs sur le littoral français, puisque la ligne de côte a été fixée très tard par rapport à d'autres endroits. Je crois que Bouin est officiellement rattaché au continent en 1834, selon M. Le Maire. Quand on regarde des représentations un peu plus anciennes de Christophe Tassin notamment, on voit, même dans le cadrage de cette illustration, la mer toujours en arrière-plan du village, l'ouverture sur le lointain, les navires prussiens, russes venaient se réfugier dans la baie pendant les grandes marées. Et on comprend bien que dès 1652, pour cette illustration, Bouin est un village tourné vers la mer, tourné vers l'ailleurs, et ce caractère insulaire est très important. On a même au Moyen-Âge une taxation particulière qui a permis notamment de financer les ouvrages de digue et la transformation du territoire. Mais
ça montre vraiment bien que Boin était un territoire, un village pas comme les autres. Et une deuxième illustration de Christophe Tassin qui montre ça, où on voit vraiment le village de Boin complètement séparé du continent, avec ce qui est aujourd'hui devenu le Dun, et toujours des navires, et ce cadrage de ne pas mettre le nord en haut de la carte, mais le mettre à droite, ce qui induit d'avoir la mer au-dessus de l'île de Boin dans la représentation, et d'avoir tout de suite cette connexion directe entre le village et la mer et l'ailleurs. C'est assez important aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est très moteur de projet, je pense, de parler de cette question insulaire. Ça développe tout un tas d'imaginaires qui sont très intéressants, ça permet de créer un récit qui est aussi une ressource pour l'architecte pour faire adhérer à son projet souvent. Et donc enfin, pour finir sur cette petite partie, une carte où on a une superposition de calques de différents états de la ligne de côte au fur et à mesure des siècles, donc du 8e siècle à nos jours. Et on voit bien que cette ligne de côte, elle a bougé énormément, que pendant très longtemps, elle n'était pas là où elle est aujourd'hui, et qu'elle a bougé, elle a varié de plusieurs kilomètres. Et c'est une idée qui est assez intéressante de se dire que, administrativement parlant, on fixe la ligne de côte à un endroit précis, mais dans la réalité, quand on regarde sur le temps long, la ligne de côte, elle bouge énormément, c'est pas du tout quelque chose de fixe. Et c'est un phénomène complètement naturel qui ne fait que s'accentuer avec le réchauffement climatique, mais qui était déjà présent bien avant. Une fois qu'on a fait toute cette étude un petit peu à distance sur le site, il faut quand même atterrir et venir visiter le site et rencontrer les habitants. C'est important de ne pas rester tout le temps, pas rester à distance, c'est vraiment se plonger dans le réel des choses et dans les expériences des habitants qui sont là toute l'année. Donc on a une carte un petit peu synthétique de pas mal d'enjeux où on voit notamment les zones ostréicoles. On a le trait rouge qui représente l'itinéraire de l'Eurovélo. Donc je pense que vous avez vu passer depuis un certain temps dans le Marais des cyclistes qui traversent et qui traversent loin, qui s'arrêtent pas forcément très longtemps et qui continuent leur périple vers le sud ou vers le nord. On a aussi la question du stockage de l'eau qui est sur la carte, représentée avec des points bleus, des châteaux d'eau, la question énergétique avec les éoliennes qui sont présentes aussi. On a évidemment tous les étiers, les fossés, l'architecture du Marais, et puis un petit peu de végétation, notamment dans le pays de Meaux. Ce qui est important de dire, je pense, notamment sur la question précédente de l'évolution de la ligne de côte, c'est vraiment de se rendre compte qu'à Boin, c'est pas une révolution. Nous, aujourd'hui, on présente souvent cette question de la montée du niveau de la mer comme quelque chose qui va chambouler, transformer toutes nos habitudes sur des territoires mais en fait, à Boin, c'est quelque chose qui était vraiment présent depuis très longtemps et les anciens avaient vraiment fait avec, quoi. J'ai mis quelques photos de ma visite à Boin, notamment dans le Marais, sur les différents ports et puis après dans le village. Et c'était l'occasion de rencontrer plusieurs habitants qui m'ont fait qui m'ont permis un peu de réorienter le propos et la posture sur cette question de la montée du niveau de la mer, de par leur expérience très intéressante, où au final, quand on regarde un petit peu de loin et qu'on voit que la mer elle montre que on a des catastrophes comme à Xynthia, on a des zones qui peuvent être menacées. Bon, en fait, on entend parfois dire qu'il faudrait déménager, il faudrait partir, il faudrait s'exiler. Mais quand on part à la rencontre vraiment des habitants, on trouve un petit peu cette culture insulaire qui est présente depuis très longtemps et cette solidarité qui a perduré dans le temps entre les habitants du village. Et au final, on comprend que c'est plus des postures qui sont tenables, c'est plus des postures qui sont entendables. Et à un moment, il faut se poser la question de l'adaptation face au risque, face à l'aléa, et pas uniquement du départ. Et ça, c'était quelque chose qui était assez important pour moi quand j'ai vraiment rencontré les Bunais. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait presque réorienter le propos sur ce sujet. Et ça au final enrichi le projet, je pense. J'ai pu rencontrer Monsieur le maire, l'adjoint à l'urbanisme,
des rencontres très intéressantes qui m'avaient donné des pistes de projets très fortes dès le départ. J'avais rencontré des ostréiculteurs qui m'avaient visité leurs bâtiments et comment les choses se passaient sur le polder. Et puis après, des habitants qui étaient soit à Bouin, soit dans le Marais, soit du côté de la digue, et qui avaient aussi un point de vue intéressant, diversifié sur le sujet. Donc de ces rencontres est sorti un petit peu ce sujet du plan de protection des risques littoraux, qui aujourd'hui est imposé à Bouin, un document d'urbanisme qui classe en rouge tout le Marais en zone inondable inconstructible et qui laisse un petit peu au nord-ouest certains secteurs constructibles avec des conditions très précises et très contraignantes. Au final, ce que montre ce plan, c'est le vide laissé en blanc sur le caillou, sur le cœur du village de Bouin, et ça permet un peu de recentrer le sujet tout de suite, de se dire que au final, le sujet de l'architecte, il va se résumer sur le village de Bouin, sur le centre-ville, sur ce qui est présent dans le centre-ville, puisque tout ce qui est autour est donc classé en zone inondable. C'est un document qui est pas uniquement à Bouin, puisque c'est un document national sur plein de territoires du littoral. C'est un document qui est vécu de manière assez violente, je pense, par beaucoup d'élus qui se sentent imposer ces sujets-là. Le préfet prend beaucoup de décisions à leur place et ils n'ont plus finalement la liberté de prendre certaines décisions sur leur territoire. Quand on s'approche un petit peu plus en détail du territoire du village, on se rend compte que ce plan de protection, il a quand même permis de limiter l'étalement urbain de Bouin, contrairement à beaucoup de communes de la ruralité en France. On n'a pas des étalements pavillonnaires à perte de vue, qui est aujourd'hui l'un des sujets majeurs de l'aménagement du territoire, où on construit des lotissements, des quartiers pavillonnaires qui sont un petit peu les mêmes partout en France et qui prennent pas du tout en compte les spécificités de chaque région. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément à Bouin. Et on a une limite entre le village et la nature, le Marais, qui est très précise, qui est très bien définie. Et quand on se balade à Bouin, c'est une limite qu'on voit qui est assez marquante. On n'a pas du tout un étalement à perte de vue et cette perte de caractère du territoire. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Mais ça recentre encore une fois le débat sur la question du centre-ville. Qu'est-ce qui s'y passe? Comment on habite aujourd'hui dans ces centres-villes avec des bâtiments un petit peu plus anciens? Comment on habite un centre-ville qui est plus dense aussi? Comment on trouve des qualités, notamment de vivre à l'extérieur dans un tissu qui est un petit peu plus dense, un petit peu plus bâti. Donc c'est des sujets qui ont été importants pour le projet et que je vais pouvoir un petit peu développer un petit peu après. À partir de ce moment-là, de la fin de la visite de site, il a fallu rentrer à l'école et commencer à dessiner et à poser des scénarios. Donc à partir de là, il a fallu trouver un cadre dans lequel le projet pourrait exister. Encore une fois, on n'est pas sur des prédictions de climatologues, mais on est sur des scénarios qui vont permettre de se poser des questions sur comment l'aménagement du village de la ville peut évoluer dans le temps long face à ces questions de la montée du niveau de la mer. Et finalement, il y a certains scénarios un peu catastrophes qui permettent justement, par cette radicalité, de se poser des questions sur ces solutions. Donc, le cadre du scénario, ça a été de se dire que la montée du niveau de la mer, c'est un phénomène complexe qui existe, c'est un phénomène complexe à la fois spatialement et temporellement, et il est important de se poser la question du temps long. Donc, c'est un phénomène dans ce scénario qui, dans un premier temps, on observerait une intensification de la fréquence des crues en phénomène cocktail, des dépassements de la digue, mais on est sur des submersions qui sont de l'ordre de quelques heures et de l'eau qui se retire assez rapidement, mais qui est quand même capable de causer des dégâts. Dans un temps un peu plus long, dans ce scénario, on aurait des submersions saisonnières du Marais, notamment en hiver, de certaines parties du Marais qui permettraient de stocker pendant un moment les eaux en surplus avant de soit les infiltrer, soit les faire repartir vers la mer. Et dans une temporalité encore plus longue, qui n'est pas datable et qui dépend énormément de beaucoup de facteurs, on aurait le retour de Bouin à son état d'île insulaire premier.
C'est important de dire aussi que on est en 2024 et les informations du GIEC se basent sur plus ou moins d'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, le futur, il n'est pas c'est difficile de le prédire puisque ça dépend énormément de comment les émissions vont évoluer. Donc aujourd'hui, on est obligé de travailler avec des scénarios et avec pas forcément et avec très peu de choses certaines. Le graphique que vous avez juste à droite, on a sur la partie en bleu le nombre de crues qu'on avait par décennie jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit que des phénomènes de crues, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on a toujours eu, et que c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. On a des décennies qui ont été beaucoup plus touchées que d'autres, et ça c'est assez naturel d'avoir cette inconstance dans le nombre de crues par décennie. C'est quelque chose qui est assez naturel, qui est observé ailleurs. Et donc dans la partie orange, on a l'évolution des crues dans la partie du scénario du projet. Donc tout d'abord des crues qui s'intensifient, puis des crues de moins en moins courantes, puisque l'effacement de la digue aurait permis de submerger pendant certaines saisons le marais, ce qui pose moins de problèmes. Aujourd'hui, la stratégie de la digue, elle est limitée, surtout financièrement, puisque c'est un ouvrage qui est très coûteux et il est très difficile de la rénover, de la rehausser à chaque fois qu'on a un épisode important sur la dizaine de kilomètres de digue que vous avez, 17 si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très coûteux et d'autres solutions sont aussi interrogées à explorer. À partir de ce moment-là, le projet il a besoin d'exprimer cette complexité du phénomène de la crue. Et il se traduit au travers de 3 projets qui sont plus ou moins proches du marais, plus ou moins centraux dans le village. Donc ça permet aussi d'explorer des tissus urbains différents, des situations urbaines différentes, et ça se traduit de manière architecturale de manière différente, comme vous allez pouvoir le voir après. Il y a la question du fond du projet, à quoi le bâtiment ressemble, quelle est sa forme, quelle est sa fonction. Il y a aussi la question de ce qu'on appelle de la forme, donc c'est la façon dont on va représenter le projet d'architecture. Et ici, c'était important de représenter chaque édifice dans une temporalité différente pour encore une fois exprimer cette complexité du phénomène de la crue de ce phénomène de la montée du niveau de la mer qui ne se résume pas uniquement à une montée lente et progressive de la marée, mais à des phénomènes un petit peu plus complexes que ça. Donc c'était intéressant de se dire que chaque projet allait représenter l'un de ces états de l'eau afin de rendre ce phénomène un petit peu plus compréhensible pour notamment les professeurs d'archi dans le jury de mon diplôme qui n'étudient pas forcément ces phénomènes tout au long de l'année, puisque j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand et c'est pas la question de la montée du niveau de la mer à Clermont-Ferrand, elle est assez limitée. Donc je vais présenter les 3 projets. Le premier, c'est un bâtiment qui vient combiner plusieurs programmes, puisqu'on a à la fois du logement qui permet d'accueillir des nouvelles familles, possiblement avec des enfants en bas âge qui pourraient aller à l'école au village, et puis des nouvelles familles qui pourraient participer à faire tourner l'économie locale, à attirer de nouveaux commerces, de nouvelles boulangeries, etc. Donc c'est toujours assez intéressant de densifier le centre-ville à cet égard, parce que ça permet de ramener, d'intensifier encore plus la vie qu'on a dans le centre-ville et la présence dans l'espace public. C'est un bâtiment qui est construit dans une dent creuse aujourd'hui qui borde la place de l'église. Et en construisant cette dent creuse, ça permet de fermer cette place de l'église et de donner un peu plus de structure à cet espace public. On a un bâtiment qui émerge un petit peu de son contexte, puisque le nombre de situations en dent creuse est assez limité et il faut profiter de ces opportunités pour à chaque fois essayer de rentabiliser en quelque sorte les mètres carrés qu'on peut faire et le nombre de nouvelles familles qu'on peut accueillir. La deuxième partie de ce programme, c'est celui de l'auberge touristique qui permet de faire perdurer un petit peu cette tradition de l'hospitalité à Boin et permet aussi de structurer un petit peu mieux l'offre d'hébergement touristique et encore une fois de
d'avoir des retombées sur l'économie locale en essayant de tirer parti de ce commerce, de ce tourisme qui est en train de se développer à l'échelle nationale et pas uniquement à Bouin, mais Bouin a la chance d'être traversé par un itinéraire cyclotouristique européen majeur. Et je pense que c'est quelque chose c'est un enjeu et c'est quelque chose dont le village peut tirer parti. On a un document qui est une coupe perspective de cet édifice avec l'église de Bouin en arrière-plan. Toujours important de regarder un peu comment les choses sont faites dans le détail, comment les choses sont dessinées, notamment sur le vitrail et le clocher. Et on a un édifice qui ne remplit pas entièrement la dent creuse dont je parlais, qui se met un petit peu en retrait, ce qui permet de ménager un espace extérieur, un jardin, et ménager ce retrait dans l'architecture. C'était assez important pour trouver un petit peu donner des qualités d'habiter et donner envie en fait d'habiter dans le centre-ville. Aujourd'hui, dans les ruralités, les gens, ils achètent des maisons pavillonnaires et qu'ils habitent dans des maisons pavillonnaires, c'est principalement parce que ça donne accès à un jardin personnel. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les gens d'avoir accès à son jardin. Et c'est des qualités qu'il faut aller chercher en ville. Donc, il est toujours important pour l'architecte d'aller travailler ces questions de jardin, d'ouverture à l'extérieur, des questions de vue, et au final de proposer des habitations et des logements qui sont le plus qualitatifs possible. On a un bâtiment qui n'a pas vocation à être un musée ou une architecture exceptionnelle. Donc le bâtiment, au final, il revêt une forme un petit peu plus modeste, un petit peu plus humble. On est sur un bâtiment de logement et touristique. On n'a pas forcément besoin de refaire le Louvre à chaque fois. On a un bâtiment qui est avec une structure mixte bois et béton de briques, qui sont le béton de briques, donc le parpaing qui est un élément de construction assez courant à Bouin, recouvert d'enduit. Et on a une structure de plancher en poutrelle et voûteau qui permet de fabriquer une sous-face dans les logements courbes, qui permet de doter encore certaines qualités, notamment de sous-face dans les logements. On a des prologements extérieurs, comme on voit donc sur les balcons filants, et on a cette ouverture sur le sud-est qui est aujourd'hui une orientation du bâtiment qui devient de plus en plus intéressante, le sud-est plus que le sud tout court, puisque on a un confort d'été qui est un petit peu meilleur que si l'habitation est orientée complètement au sud, mais on bénéficie quand même de pas mal de lumière le matin, ce qui est très intéressant en hiver. Donc c'est des orientations qui ont tendance à se développer. On a les plans de niveau du bâtiment, avec au rez-de-chaussée une entrée qui est dissociée entre l'entrée des logements et l'entrée touristique. Donc on a deux entrées pour le bâtiment. Et au final, l'auberge touristique qui a un espace partagé de vie principale, puis des chambres à l'étage. Et on a les logements plus classiques avec des logements familiaux avec plusieurs chambres et certains en duplex, donc sur deux niveaux, tout en haut du bâtiment. On voit aussi que la structure en bois tramé, elle permet au final de questionner la fonctionnalité de la pièce et on peut aussi imaginer de transformer la façon dont on organise son logement. Imaginons une famille, un couple qui habite et qui tout d'un coup a un enfant, il y a besoin tout d'un coup de ménager une nouvelle chambre pour le bébé, et c'est intéressant d'avoir une structure qui est capable d'assumer cette transformation du logement et qui est du coup plus pérenne dans le temps, quoi. D'autres photos de maquettes du projet, quelques collages, la vue qu'on aurait depuis la place de l'église, avec encore une fois une écriture qui essaie d'être modeste, d'être pas non plus trop sensationnaliste, mais qui essaie de s'intégrer au mieux dans le contexte urbain de Bouin, tout en assumant un petit peu cette émergence qui permet d'avoir plus de logements. Le deuxième projet, c'est avant tout un projet de paysage qui se situe dans une poche de verdure en prolongement aujourd'hui de l'hôtel du Martinet. Et on a encore une fois une combinaison programmatique qui permet de développer ce nouveau tourisme qui est le cyclotourisme. Et donc c'est une aire de pleine nature où en fait les touristes, les voyageurs peuvent poser leur tente pour la nuit, manger à la crêperie à Bouin et repartir le lendemain matin. Et le projet il leur permet d'avoir accès aux commodités, donc sanitaires, douche, et aussi un couvert pour ces espaces.
C'est avant tout un projet de paysage parce que le site il est très végétalisé. C'est l'endroit de coin où on a le plus d'arbres, de grands sujets assez hauts. Et donc ça, c'est une qualité qui est essentielle. Au final, quand on a des sites qui sont aussi beaux, le projet il est là et on n'a pas besoin de fabriquer une nouvelle qualité, une nouvelle beauté, alors que tout est déjà là. Donc le projet il s'inspire de la tradition du muret vendéen, où on a une architecture qui est très filaire, très longiligne, avec une succession de murs qui viennent porter des charpentes, des portiques en bois moisés, puis la couverture. Et ça permet aussi d'avoir une souplesse dans l'architecture, d'avoir juste ces murs et ces planchers et ces toits. Ça permet de se faufiler un petit peu entre les arbres, d'en garder le plus possible et de conserver cette qualité dans le site. La question de la matérialité du projet, dans le cas de cet édifice, c'était aussi de s'inspirer des ressources locales et de fabriquer avec ce qu'on appelle la BTC, la brique de terre comprimée, où on vient chercher en fait de la terre, la compacter au maximum et monter des murs avec ça. C'est des briques qui ne sont pas cuites et qui du coup résistent très bien par le fait qu'elles soient compactées, mais qui sont un petit peu plus sensibles à l'eau. Donc c'est important d'avoir des toitures qui sont surdimensionnées, qui sont plus grandes et qui protègent les murs de l'eau lorsqu'il pleut. Mais c'est aussi important de protéger les murs de l'eau qui remonte du sol. Et dans ce cas, on voit qu'on a des sous-bassements sur les murs qui sont en béton, qui permettent de protéger justement, d'empêcher cette infiltration de l'eau, cette capillarité de l'eau, et de protéger un petit peu les briques. Découpe de l'édifice, et on se rend compte en fait que un petit peu plus loin, le projet propose une citerne enterrée. En fait, quand on a des périodes quand on étudie un petit peu les exemples de crues un petit peu ailleurs, on comprend que les réseaux, et notamment l'eau potable, c'est la première chose qui est coupée. Et pourtant, c'est une ressource qui est très importante pour les habitants sinistrés qui habitent toujours dans leur maison, qui ont besoin d'avoir cet accès à l'eau. Et ça, au final, en fait, on va pas réinventer ou inventer quelque chose de nouveau. On va juste s'inspirer du passé et fabriquer une sorte de puits public et de mettre en sûreté cette ressource en eau potable dans une citerne qui est enterrée. Ça permet, le fait d'enterrer l'eau, ça permet de limiter les variations de température et de la conserver beaucoup mieux. Et une fois qu'on a dit ça, on a un stock d'eau public, cette ressource qui est mise en sûreté et qui est accessible en temps de crise. Et on a besoin de scénographier un petit peu cet accès à la ressource, et c'est un sujet d'architecture qui se fait au travers d'une passerelle et d'une petite place publique. Donc ce deuxième projet, il combine un petit peu cette question de l'espace public, des endroits qui sont accessibles aux habitants, de la ressource et du tourisme. C'est un projet qui s'efface énormément pour laisser la place à la nature, et à un moment, il était quand même important de le marquer un petit peu plus fortement et d'avoir cette émergence qu'on voit en haut à gauche, qui est une tour de séchage, et qui permet de marquer un petit peu ce bâtiment dans le village et l'entrée de ce bâtiment. Encore une fois, quelques photos de maquette, avec la tour de séchage, l'entrée, l'apport dans le muret, et des collages, un petit peu d'ambiance pour se rendre compte notamment de cette BTC et des espaces un petit peu plus intérieurs, abrités par le toit. Encore une fois, cette sous-face, les CNU de la structure, quand on lève les yeux, on voit les poutres, on voit toute la charpente, et c'est une qualité qui est assez intéressante. Et puis à l'arrière-plan, les touristes qui montent leur tente. Le dernier édifice, dans sa représentation, il y avait cette question d'exprimer, comme j'ai pu dire avant, cette complexité du phénomène. Et on raconte un petit peu un temps beaucoup plus long. On est de l'ordre de plusieurs siècles. Donc en fait, on vient construire en limite du marais et du village un bâtiment agricole, qui est l'une des conditions pour jouer un petit peu avec les règles du PPRL. On vient construire un bâtiment agricole qui est une grange fourragère, qui est du coup qui est utilisée pour l'élevage de vaches maritimes. Quand j'étais venu sur site, j'avais rencontré des éleveurs de vaches maritimes, et ce qu'ils m'avaient raconté était assez intéressant, puisqu'en fait, ils avaient la capacité, leurs parcelles sont assez éloignées les unes des autres, et du coup, ils ont été obligés d'apprendre à leurs troupeaux à transhumer et à se déplacer d'une parcelle à une autre. Et c'est une forme d'agriculture qui est assez intéressante, puisqu'elle permet justement
dans des scénarios de crise, de relocaliser cette production très rapidement. Et puis la maraîchine, c'est aussi une race de vache qui est très adaptée au marais et à son écosystème. L'implantation de ce bâtiment a cette limite entre le marais et le village. Ça permet d'anticiper l'évolution de la ligne de côte dans le temps long. Et en fait, on le voit ici, de se dire que peut-être dans 3 siècles, ce bâtiment, il aura les pieds dans l'eau et il peut évoluer dans sa fonction et devenir un embarcadère, accueillir les bateaux et conserver une connexion avec le continent. Puisque c'est un sujet qui est aussi important quand on retourne à cet état d'île, c'est la question de la connexion au continent. Et c'est des choses qu'on peut anticiper aussi par l'architecture, par l'implantation même du bâtiment. Le bâtiment agricole a quand même un étage qui est aménagé et qui permet d'avoir des logements à l'étage qui sont des logements saisonniers, travailleurs saisonniers l'été, et qui se transforment l'hiver, là où le travail saisonnier a plus beaucoup d'intérêt, se transforme l'hiver en logement d'urgence pour les habitants dont la maison a été sinistrée, qui désirent quand même rester habités sur le site pendant un petit moment. Encore une fois, cette question du temps long, de la possible évolution de la ligne de côte et ce rapport, cet imaginaire du navire et de l'embarcadère. On est un petit peu comme sur le premier édifice, puisqu'on a un bâtiment qui n'a pas vocation à être un monument. On a un bâtiment qui est assez ordinaire, qui s'inspire des granges qu'on peut trouver dans le marais aujourd'hui, qui sont en fait des édifices, des architectures qui vont à l'économie, qui vont plus simple. Donc on a des portiques métalliques industriels qui sont ici avec une forme un petit peu plus travaillée pour accueillir justement ces logements à l'étage. Mais on a un principe constructif du bâtiment qui est le même. Donc des portiques industriels qui vont se répéter et qui vont venir créer cette architecture. Voilà, les plans qui diffèrent pas énormément d'une grange traditionnelle, une trame qui permet au rez-de-chaussée de stocker du fourrage, les escaliers d'accès courbes qui permettent d'accéder à des logements traversant à l'étage. Il se pose aussi un petit espace extérieur. Et dans le troisième plan, au final, on exprime une temporalité plus lointaine et la grange transformée en embarcadère, en gare maritime presque. On retrouve des photos de maquettes, et même si c'est un édifice qui a vocation à être un petit peu modeste et à s'inspirer des architectures ordinaires du marais, on a quand même ce bardage rouge qui vient montrer qu'on est sur un bâtiment public et pas un bâtiment, enfin non, dans long un bâtiment public qui a quand même l'importance de garder cette connexion avec le continent. La première image montre quand même l'insertion depuis la rue avec la végétation qui aurait poussé et l'accès avec la passerelle. Les collages qui montrent notamment la qualité des logements, toujours la vue sur le marais dans le lointain et cette loggia extérieure qui est ouverte à la fois directement et au-dessus comme à la manière d'un solarium qui permet vraiment d'avoir un logement avec un prolongement extérieur intéressant. Et le dernier collage qui montre encore une fois le bâtiment entre le marais et le village de Bourg. Je vais conclure avec ça. J'ai présenté tous les bâtiments. Je vais prendre les questions juste après. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, on est sur des hypothèses, sur des scénarios qui ont l'intérêt de se poser des questions sur la façon dont le territoire a vocation à évoluer et a toujours eu vocation à évoluer. Les choses ne sont jamais statiques. Et aussi raconter le fait qu'aujourd'hui, l'architecte, c'est pas uniquement celui qui va dessiner des plans et déposer des permis de construire, mais l'architecte, il est aussi formé à discuter, à dialoguer avec beaucoup d'acteurs du territoire pour au final en proposer une analyse à toutes les échelles et des pistes d'évolution dans le temps qui passent notamment par le récit, la façon dont on raconte le territoire et dont on donne envie aux gens d'y habiter. Les gens auront toujours envie d'habiter au bord de la mer parce qu'il y a des qualités qui sont certaines. On peut aller pêcher juste à côté, on peut marcher au bord de la mer, il y a une qualité qui est certaine. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'adapter ces territoires pour qu'on puisse continuer à y habiter de la meilleure manière possible.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que vous avez montré au travers de votre démarche que vous êtes attaché à notre territoire, comme ça a été dit là à l'instant, et vous avez aussi trouvé une façon de proposer des solutions. Alors c'est pas demain, c'est pas de l'après-demain, mais ça donne une perspective sur un long terme, sur des solutions alors, qui paraissent peut-être en décalage par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, ça donne l'assurance de se dire qu'il y a des solutions et on peut continuer à s'adapter. Alors, je crois que vous avez apprécié le passage à Boin et maintenant, j'ai cru comprendre que vous étiez parti outre-Rhin pour continuer votre activité professionnelle, c'est ça? C'est ça, sur des sites qui sont toujours très marqués par la question de l'eau. Donc, au final, c'est une question centrale un petit peu partout. Donc, on retrouve ces mêmes sujets. En tout cas, merci beaucoup et puis vous serez toujours bienvenue. Merci beaucoup.